On va parler lecture avec une rencontre littéraire qui est proposée demain à 20h à Thônes. Ce sera à l'hôtel de l'Ermitage. Elle s'appelle L'Aventure ordinaire et c'est une rencontre qui sera animée par Lionel Bedin qui est avec nous. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Alors vous êtes éditeur, hein, votre maison d'édition s'appelle Livres du Monde, des livres de voyage. Hein. Oui, c'est ça. Ce sont des écrivains qui voyagent et qui parlent du monde qu'ils rencontrent, qui peut être la vallée d'à côté ou un pays lointain, mais qui donnent leur point de vue sur le monde, leur culture et surtout leur point de vue personnel. Alors, justement, l'écrivain qu'on va rencontrer est un voyageur. Il s'appelle Lionel Cepolini et c'est une rencontre en fait autour de ses écrits. On va partager ses aventures. Oui, c'est ça. C'est un écrivain qui réside actuellement dans la vallée des Huiles, près de Chambéry, qui est actuellement prof de lettres dans un collège de la région et qui écrit depuis longtemps, même s'il n'a pas beaucoup publié, avec la particularité peut-être, et c'est pour ça qu'on a donné le nom Aventure ordinaire à cette rencontre, la particularité de nous parler de moments plutôt ordinaire, plutôt que l'aventure extrême qu'on peut lire assez souvent et assez couramment aujourd'hui dans les récits de voyage ou d'aventure. Alors par exemple, il est allé où ? Alors par exemple, parmi les livres récemment publiés, il nous raconte un séjour solitaire effectué dans le massif des Aravis. Donc ça s'appelle Le Grillon de l'automne, c'est sous-titré Sur les chemins de l'Alpe. Il nous raconte dans un autre récit qui s'appelle L'éloignement, le récit de son séjour qu'il a fait en Guyane en tant que prof entre 2000 et 2007. Et puis son dernier livre paru, dont on va beaucoup parler demain soir, La route ordinaire, sous-titré Savoie-Isère, journal de la départementale 207, qui est là un journal de route, un récit de voyage. C'est un almanach, puisqu'il y a un texte par jour dans lequel il raconte un an de trajet quotidien, en mêlant prose et poème, qui est son style d'écriture à lui. Et avec l'idée, là, de nous parler justement de ce dont on ne nous parle pas souvent, ces moments morts, absents du trajet, et d'en faire des moments vifs et en leur accordant l'attention qu'on porte habituellement aux rencontres, aux sites, aux œuvres d'art par exemple. C'est pas des défis sportifs, hein, Lionel Bedin. Tout à fait. Nous recevons un écrivain, pas du tout un aventurier. Encore qu'on lui demandera si l'aventure ordinaire, c'est une forme d'aventure et comment ça se passe. Et là, effectivement, nous ne sommes pas du tout dans l'exploit ni sportif ni extrême. Lionel, dites-moi comment se passe alors cette rencontre littéraire ? Elle est organisée par la librairie des Aravis à Thônes, qui organise régulièrement des rencontres littéraires. Et puis, j'animerai la rencontre avec Lionel et je lui poserai des questions qui, je pense, intéresseront le public. Peut-on vivre une vie quotidienne ordinaire, dans un cadre qui n'a rien d'exotique et avec autant d'intensité que ce qu'on nous décrit dans les récits d'aventure, par exemple? Dans quelle mesure la littérature peut aider aussi? Comment écrire sur la vie quotidienne, ordinaire? Comment contourner peut-être le piège, le risque de la banalité, de l'ennui? Et puis aussi, surtout, qu'est-ce que le lecteur peut trouver? Puisqu'un lecteur peut avoir envie de lire un livre parce qu'il s'attend peut-être à trouver quelque chose pour lui-même. Donc, qu'est-ce qu'un lecteur peut trouver en lisant ce genre de récit d'une aventure ordinaire? Voilà. On lira quelques extraits de ces récits pour permettre au public de se faire une idée sur l'écrit de cet auteur. Alors, le rendez-vous, on vous le rappelle, donc c'est demain soir, 20h à Thônes, hôtel de l'Ermitage, rencontre littéraire, L'Aventure ordinaire, donc avec Lionel Cepolini et animé par Lionel Bedin. Ce sera un duo Lionel, en fait. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bonsoir, Lionel. Bonsoir, Lionel. Donc, Lionel Bedin, votre serviteur, animateur de cette rencontre, et Lionel Cepolini, auteur. Donc, si vous avez des questions à poser à Lionel, précisez bien auquel ça s'adresse. Voilà. Alors, sur ce mot aventure, tout le monde peut donner une définition du mot aventure. Allez-y, je sais pas, en dehors de la bonne aventure, de l'aventure amoureuse, encore que c'est une aventure aussi. Ou la vie, c'est une aventure. Hein, la vie, c'est une aventure. Ce sera peut-être la conclusion de notre rencontre, on verra. Hein. Bon, on s'en va. Bon, dans le grand Robert, j'ai noté activité ou entreprise qui peut comporter des risques ou dont l'issue est incertaine. Et nous avons tous en tête des récits d'aventure. Nous avons tous lu des récits d'aventure. Je peux en citer pour ne pas... Hein, mais des récits d'aventure, d'exploits joyeux ou tragiques. Donc l'aventure
pour moi, comme ça, c'est plutôt lié à ça, quelque chose d'un peu risqué, d'un peu compliqué. Et on lit souvent des récits d'aventure passionnants, mais peut-être, en tout cas c'est mon cas, j'ai du mal à m'identifier avec celui qui nous raconte cette aventure. Je vais en citer un quand même, c'est Mike Horn, qui est le grand aventurier peut-être d'aujourd'hui, enfin au sens où je l'entends moi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait des exploits, c'est quelqu'un qui fait des choses que je n'arriverai jamais à faire, que ça soit traverser, faire le tour de la Terre au niveau de l'équateur, passer en Amazonie avec une machette, aller en Antarctique et revenir avec la barre pleine de glaçons, etc. Moi c'est ce que je mets derrière le mot aventure. Et pourquoi justement on a mis l'aventure ordinaire, c'est parce que en rencontrant Lionel Cepoloni, puisque je suis l'éditeur de deux de ses livres, donc je le connais un petit peu, on a fait ensemble des livres qui me font penser que, avec un titre comme La route ordinaire, peut-être qu'on pouvait parler d'une certaine forme d'aventure qui est l'aventure ordinaire. Un oxymore peut-être, hein, association de deux mots contraires, et on va voir si ces mots peuvent s'accoler, si on peut parler avec Lionel d'une aventure ordinaire. Qu'est-ce que c'est que la route ordinaire? Qu'est-ce que c'est qu'un séjour dans les Aravis seul dans un chalet? Est-ce que c'est une aventure? Est-ce que c'est une aventure ordinaire, extraordinaire? Est-ce que c'est un exploit? Est-ce qu'il y a des risques ou pas? On va essayer de voir un petit peu avec lui. On va essayer de parler de ça avec lui. Donc pour échanger sur ce thème, nous avons invité, puisque c'est quand même la librairie des Aravis, dignement représentée ici, qui nous a invités à cette rencontre. On va donc demander à Lionel Cepoloni, qui semble, à mon avis, bien connaître le sujet, si on peut vivre une vie ordinaire dans un cadre qui n'a rien d'exotique et sans accomplir d'exploits particuliers, mais avec autant d'intensité que ce qui nous est souvent décrit dans les récits d'aventure. Est-ce que vous disiez, madame? Est-ce que la vie, déjà, n'est pas une aventure? Dans quelle mesure la littérature peut y aider? Comment écrire aussi sur la vie quotidienne? Parce qu'après tout, écrire sur la vie quotidienne, c'est peut-être pas si simple, ça peut être peut-être vite banal, ennuyeux, je ne sais pas. On verra comment Lionel Cepoloni s'est tiré d'affaire avec ça. Et puis aussi, on verra le point de vue du lecteur. Qu'est-ce que le lecteur va trouver dans ce genre de livre? Autant on est émerveillé par les exploits sur les montagnes ou au fond des mers ou sur la banquise. Peut-on, comment, pourquoi être attiré par le récit d'une aventure ordinaire? Voilà, et ben j'espère que, après cette présentation, toutes mes questions et les extraits des livres que nous allons lire vont vous intéresser, peut-être même vous passionner. Bonjour Lionel Cepoloni, comment ça va? Est-ce que déjà l'aventure de la route ordinaire entre la table où tu résides, ou le village de la table et Thônes, s'est bien passé? Merveilleux. Moi, je voudrais d'abord dire à quel point, justement, je suis content d'être là. Bonjour à tous. Merci à Jean-Marc de la librairie, à l'hôtel qui nous accueille. Pour moi, revenir ici, c'est quelque chose de merveilleux, parce que d'abord, c'est le lieu du Grillon de l'Automne. C'est un lieu que j'ai énormément aimé. Dès que j'arrive dans ces alpages, dans ce lieu-là, je me sens, même si je n'y réside pas, comme chez moi. C'est un retour déjà. C'est un retour, voilà. Et c'est vrai que le simple fait de prendre la voiture pour venir de la table jusqu'à ici, c'est la suite de la route ordinaire. On est bien dans cette atmosphère-là que j'aime. Alors, je vais te présenter en quelques mots. J'ai pris quelques infos sur ton site sur lequel il y a ta biographie que tu as rédigée toi-même. Donc j'ai pris quelques infos. Ça devrait être juste. Ça devrait être juste, bon. Voilà. Donc tu es né en 1975, jeune quadra. Voilà. Tu résides actuellement, donc je l'ai dit, dans la vallée des Huiles, près de Chambéry, et tu es actuellement professeur de lettres dans un collège de la région à Alvar. À Alvar, oui, côté Isère. Je traverse la frontière. Ouais. Alors sur ton site, dans ta biographie, on peut tout de suite voir quelque chose, c'est que tu as découvert la littérature, enfin, tu dis avoir découvert la littérature très tôt avec des écrivains, moi, qui me parlent bien, puisque j'aime beaucoup cette littérature du dehors, dont on reparlera sûrement. Jacques London, Jules Verne, Frison Roche, Stevenson, hein, apparemment ce sont tes premières lectures. Ouais. C'est un hasard, c'est parce qu'il y avait une caisse de livres, ou qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Ça m'a tout de suite parlé, c'est vraiment des auteurs qui m'ont tout de suite ouvert sur Non, le mais comment monde. tu les as trouvés? C'est quelqu'un qui te les a montrés, tes parents, des amis, l'école? Comment tu as trouvé London, Frison Roche? Je crois que, alors pour London, c'est un petit peu les livres qu'on fait lire aux enfants. Cro-Blanc, qui n'est pas du tout un livre pour enfants, La Belle de la Forêt, qui n'est pas du tout un livre pour enfants. Donc c'est des livres qui circulent bien. C'est plutôt à l'école, alors, au milieu scolaire ou... C'était dans le milieu, à la maison. Hein. Je revois le livre que j'ai encore d'ailleurs à la maison. C'est un livre que mes parents m'avaient offert. Alors après, tu dis que tu as découvert les grands romanciers du 19e, français, russes, etc. On ne peut pas passer non plus 3 heures avec les gens qui sont ici, donc on est obligé de raccourcir un petit peu. Tu cites quand même 2-3 auteurs qui me semblent effectivement faire partie de ton panthéon: Giono, Proust et Cadet White. Après, tu dis aussi que tu aimes la chanson française, ou une certaine chanson française. Hein, je cite des chanteurs, Jean Vasca, Jacques Bertin, Catherine Ribeiro. Ça vous parle? Hein? Ça doit parler à certains. Ça doit parler à certains, certaines. D'ailleurs, il y a peut-être aussi des chanteurs plus contemporains qui sont aussi dans cette mouvance de chansons vivantes, françaises. En tout cas, moi, ça me parle bien, notamment Catherine Ribeiro, parce que moi, je suis un vieux rocker, et Catherine Ribeiro, dans les années 70, c'est quelqu'un avec des musiciens derrière, ça tapait quand même. Mon premier livre avait été publié justement suite à la rencontre avec Catherine Ribeiro, qui était par l'éditrice, qui était une grande amie de Ribeiro. Et enfin, autres influences littéraires, découvertes un petit peu plus tard, apparemment, mais je crois que ça va bien avec tout ce qu'on vient de dire: Jean Follin, oui. Nicolas Bouvier, Jacques Réda et Philippe Jacotet. La poésie, le voyage, l'ailleurs, on est déjà dans un monde dans lequel on ne va pas tarder à arriver. Alors, côté plus personnel, on parle juste un petit peu de toi pour que les gens aient une petite idée. Je note un goût, une affinité pour la méditation, pour le modisme, voire une retraite même dans un monastère bouddhique. Des séjours solitaires, notamment dans un chalet des Alpages qui donnera lieu à ce récit, Le Grillon de l'automne. Le goût pour l'ailleurs, des voyages personnels mais aussi professionnels, dont un de 7 ans en Guyane comme enseignant, qui a fait l'objet d'un livre que nous n'avons pas ici, qui s'appelle L'éloignement. Puis intérêt, alors quand je dis puis comme ça, c'est pas un moindre intérêt, c'est aussi un intérêt pour la peinture, pour l'art en général, l'art pariétal en particulier, pour l'accordéon de concert, puisque Lionel donne une lecture musicale de la route ordinaire dans les MJC, médiathèques, enfin les lieux qui veulent bien recevoir, avec Léo qui est à l'accordéon, Léo qui est ici. Voilà. Léo joue l'accordéon et Lionel lit son texte. C'est mon accordéoniste. Voilà le portrait en quelques mots. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important, Lionel? Non. Non, tu as tout couvert. C'est parfait. Donc voilà, si on résume, hein, c'est bon. Alors, je viens de lire un petit peu, enfin, voilà, quelques infos biographiques, et puisqu'on est dans le thème de l'aventure ordinaire, j'ai envie de te demander, Lionel, déjà ma première question. Est-ce que tu dirais que tu as eu une vie aventureuse? Je crois qu'on ne peut pas imaginer une vie moins aventureuse que la mienne. Moins aventureuse? Pas du tout une vie aventureuse. J'ai eu un parcours extrêmement tranquille. Quand je pense tous mes amis écrivains, peintres, graveurs, qui tous plus ou moins ont traversé des gouffres, ont eu affaire à des choses parfois terribles, des pertes de proches dans l'enfance, des problèmes de drogue, des tas de choses que je n'ai pas vécues du tout. Moi, j'ai été extrêmement épargné, j'ai une vie très tranquille, je suis fonctionnaire de l'éducation nationale, je touche à peu près la même somme d'argent tous les mois, très tranquille. J'aime bien ta définition de l'aventure. Ah, ça commence mal, hein. Enfin, le contraire de la non-aventure. Ça ne peut pas être moins aventure. Je suis marié, 2 enfants adorables, un chien, 3 chats, une maison. Enfin, vraiment, c'est la définition même d'une sorte de routine petit bourgeoise qui est aux antipodes de l'aventure. Voilà. Et en même temps, j'ajoute tout de suite que j'ai
un peu forcé le trait parce que je pense que j'ai finalement eu une vie assez aventureuse avec un parcours qui semblait assez droit, assez tracé, puisque je crois que dès l'âge de 2 ans, ma première phrase, ça a dû être de dire « je veux écrire », d'après les témoignages familiaux. Pour moi, c'était évident que j'allais écrire et que voilà, il y avait une sorte d'évidence. Et il y a eu dans ce parcours tout tracé, j'ai bifurqué. Je ne suis pas allé vers ce que je pensais, vers où je pensais aller. Et ça, c'est déjà une des définitions de l'aventure, la notion de quelque chose d'imprévu. Je n'ai peut-être pas une vie très dangereuse, mais il y a eu de l'imprévu. J'ai publié mon premier livre, et au lieu de continuer, ce à quoi tout le monde s'attendait, je suis parti en Guyane pendant 7 ans. Et je n'ai plus publié, je n'ai plus écrit pendant ces 7 années. Je suis parti et là, j'ai eu, pendant ces 7 années, une vie assez aventureuse, en un sens. Dans la forêt, en Amazonie, au Brésil, ce n'était pas toujours de tout repos. Rien de comparable avec Michaud ou avec Michel Léris en Afrique, n'exagérons rien, mais c'est vrai que quand j'ai raconté tout cela, je sentais bien que je pouvais à bon compte me donner l'allure d'un baroudeur que je n'étais pas, d'un aventurier que je n'étais pas. Tu étais là aussi fonctionnaire. J'étais aussi, voilà, c'est-à-dire que j'avais toujours quand même un filet derrière moi. Puis plus généralement, il me semble que j'ai tellement la conscience du danger, du caractère fragile de l'existence et de toute situation, que aussi stable puisse paraître ma situation, je ne la ressens pas comme stable et je la ressens comme toujours pleine de dangers et d'imprévus. Donc je pense que j'ai une manière aventureuse et imprévisible de considérer ma vie si peu aventureuse. Alors on va parler de... On va parler de ce livre, La route ordinaire, sous-titré Savoie-Isère, journal de la départementale 207. On va parler de la forme du livre d'abord, puisque ce livre a une forme un peu particulière. On voit le feuilleté, il y en a un petit peu partout là. C'est un journal, comme c'est indiqué sur le titre. En réalité, pour utiliser le mot juste, on devrait dire c'est un almanach, puisque pendant 1 an, chaque jour, Lionel écrit quelque chose, en tout cas dans le livre. On verra, il va sûrement nous le dire, c'est pas tout à fait... c'est normal, c'est le travail d'un écrivain, c'est parfois de mélanger certains jours, certains textes, etc. Donc c'est un almanach, un texte par jour pendant 1 an, écrit sur une route, parcouru chaque jour, pendant 20 minutes, à l'aller et au retour, donc dans les 2 sens, avec les mêmes repères, enfin un coup à l'aller, un coup au retour. Un trajet quotidien, mais quand même changeant, puisqu'on va traverser des saisons, des heures différentes, et puis les réflexions de l'auteur. Et puis aussi avec un style différent, il y a des poèmes en prose, il y a des textes, voilà, des textes, comment on dit, quand c'est des poèmes en vers et des textes en prose. Donc selon peut-être le sujet ou l'humeur, je ne sais pas, on va lui demander un petit peu comment il a fait ça. Mais d'abord, avant de parler de comment tu as écrit ce livre, il est né comment? C'est quoi l'idée d'écrire un almanach, un texte par jour sur une route que tu parcours quotidiennement? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, cette idée d'écrire un livre sur la route ordinaire, sur le chemin donc, que j'emprunte tous les jours pour aller au travail. Parce que là, on est vraiment dans l'aventure. Ordinaire, peut-être, mais l'aventure. Hein. On ne raconte pas un récit en Antarctique, mais sur une route départementale entre la Savoie et l'Isère. Voilà, c'est ma départementale D207 qui se prolonge dans la D209. Voilà. J'espère que nous n'en voulons pas, la D209. On n'a pas tout mis sur la couverture. Je dirais que ça remonte... D'abord, ça remonte à l'enfance. Parce que le premier texte libre que j'ai pu écrire, c'était sur le chemin que je parcourais pour aller de ma maison où j'habitais, enfin de l'immeuble où j'habitais, au collège à Chambéry-le-Haut. Le jour où j'ai eu l'occasion d'écrire en liberté, j'avais écrit ce texte qui s'appelait à l'époque « Voyage au bout du rêve » et qui était centré sur ce parcours-là. Je dirais que la route ordinaire, c'est déjà, c'en est le prolongement. Je me suis retrouvé dans cette situation où je m'étais débarrassé d'un livre qui s'appelle « L'éloignement », qui m'avait demandé beaucoup de travail et beaucoup de silence, qui racontait ces 7 années en Guyane, et j'étais libre d'écrire tout ce que je voulais. J'avais pas de contraintes, je n'avais pas aimé avoir quelque chose à raconter à l'avance.
Dans l'éloignement, il fallait que je raconte quelque chose, j'en ressentais la nécessité, qui m'était arrivé et qui d'une certaine manière m'imposait un certain nombre de choses prévues. Là, j'avais envie d'écrire en liberté, et écrire en liberté, ça a été cette écriture de la route. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a une bête nécessité pratique. Je suis enseignant, il y a la vie de famille, il y a la vie musicale qui prend beaucoup de temps, donc le temps est compté. 20 minutes le matin, on est juste au volant, 20 minutes le soir, c'était un temps précieux où je pouvais écrire. Oui, quand même. Alors, évidemment, comme c'est pas très pratique d'écrire en conduisant, ça peut même être dangereux, j'ai usé de stratagème, c'est un livre complètement high-tech, j'ai usé de ce stratagème merveilleux qui est le dictaphone. Donc j'avais tous les matins mon dictaphone, je mettais mon petit casque, le dictaphone, ensuite j'ai même eu l'appareil photo, je ne suis jamais allé jusqu'au caméscope, il ne faut quand même pas exagérer, et en prenant la voiture le matin, je savais que c'était les 20 minutes d'extrême concentration. En fait, je faisais presque toujours l'aller, mais pas le retour, parce que le retour, j'étais trop fatigué. Il y a eu quelques textes de retour, mais c'est essentiellement l'aller. C'était 20 minutes de concentration importante, où j'essayais de faire comme une improvisation en musique, d'aborder un aspect de la route et d'avoir un texte fini à l'arrivée, avec cette obligation de parvenir en arrière. Quand on écrit à la plume, on peut tout le temps raturer, on peut revenir en arrière, on peut écrire une ligne, aller bêcher dans le jardin et puis revenir. Là, c'était pas possible, c'était 20 minutes, et au bout de 20 minutes, il fallait qu'il y ait quelque chose qui apparaisse. C'était une sorte de gageure, de pari, qui tournait parfois à l'obsession. Je prenais ma voiture, j'avais l'angoisse de la route blanche, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et puis je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose. Que quand j'écrivais pas, il ne se passait rien, j'étais juste dans ma voiture et que j'allais au boulot, et qu'à partir du moment où je disais, où je commençais à verbaliser ce que je rencontrais, ce que je voyais, tout apparaissait, et que ça devenait véritablement quelque chose de palpitant qui m'étonnait moi-même. J'ai fait ça pendant 5 ans, sans avoir l'intention au départ d'en faire un livre. Puis les 2 dernières années, là, j'avais beaucoup plus l'intention de faire ce livre. Donc j'étais devenu un professionnel de l'écriture au dictaphone dans la voiture. Là, c'était devenu particulièrement intense. Après, je transcrivais ces textes sur l'ordinateur. Je traitais une première fois ces textes en enlevant les silences, en enlevant un certain nombre de choses. Je faisais une prépublication sur mon site internet, et c'est à partir des brouillons publiés sur le site internet que j'ai fait la forme finale du livre, qui correspond peut-être à 20% de ce qui avait été écrit au départ. Bon, ça c'est le travail d'un écrivain, c'est de ne garder que ce qui mérite d'être porté à la connaissance de ses lecteurs. Donc tu nous as menti, c'est pas 1 an de route. Pas du tout. C'est 5 ans. Mais j'ai pas menti parce que justement il n'y a pas de date d'année. Il y a juste les jours. Ce serait d'ailleurs une curieuse année. Voilà, donc le livre se présente sous forme de chapitres courts, des fois 2 lignes, des fois 2 pages, avec une date. Alors, effectivement, il n'y a pas d'année, donc je viens d'avoir là la vérité. Voilà. Mais il y a certaines dates qu'on peut reconnaître. Oui. Date des attentats. Il y a des événements, voilà. Il y a des événements, de dater, la mort de Bowie, des choses comme ça. Il y a des repères, en fait, qui permettent de vérifier que les dates sont bonnes. Alors tu nous as... Peut-être tu ne m'as pas vraiment répondu sur la question comment le livre est né. Pourquoi il est né Qu'est-ce qui a fait que... Tu nous as dit les 2 dernières années, mais il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui a... Pourquoi tu as éprouvé le besoin un jour de le mettre en forme, d'appeler un éditeur, de dire j'ai ça, ça me plairait de le... Même avant, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui a déclenché l'idée? Je vais faire un livre, ça s'appellera La Route Ordinaire, ça sera 12 mois de... Le point de départ, c'est la mort de ma mère, très clairement, parce que là, le décès d'un proche, probablement de la mère en particulier, trace une frontière très claire dans la vie. On a vraiment le sentiment d'être arrivé à une ligne de crête. Avant, on grimpe, à partir de cette ligne de crête-là, on descend. Et j'ai toujours été assez intéressé dans l'écriture par le fait qu'il y ait des lieux distincts. Quand j'étais en Guyane, j'ai écrit Le Grillon de l'automne qui se passe dans les Aravis. Quand je suis rentré en France, en Savoie, j'ai écrit L'éloignement sur la Guyane.
Et là, en fait, je sentais qu'il y avait une sorte de faille entre cet avant et cet après. Et le fait d'écrire, ça a été aussi une manière d'apprivoiser d'abord les années de la maladie, et puis comme de tisser des fils entre l'avant et l'après. Donc le livre commence avec une évocation du moment où je pars pour aller à l'hôpital, et on suit comme une sorte de compte à rebours un peu funèbre, la progression, même si j'en parle rarement directement, on suit la progression de la maladie, de la mort, du deuil, qui sont des fils conducteurs très puissants. On va y revenir sur le fond, sur les histoires qui traversent ce livre, sur les histoires, sur les thèmes, sur les lignes directrices. Ça fait partie des thèmes. Juste encore un petit mot sur la forme de ce livre. Donc, un texte par jour, et puis, comme je l'ai dit, avec des formes très variées, poèmes en prose, textes... Qu'est-ce qui a abouti à ça? Est-ce que c'est pour faire un peu de variété? Est-ce que c'était lié à ce que tu avais envie de dire ce jour-là? Ça ne pouvait se dire que sous la forme d'un poème, avec des vers libres ou pas? Oui, ça dépendait des circonstances. D'abord, il est clair qu'écrire plus de 300 pages sur 15 km de route départementale, on est obligé de renouveler la forme. Bon, je ne sais pas, Proust, il a bien écrit quelque chose qui était assez circonscrit. C'est vrai. C'est vrai, mais il explore la mémoire, il y a beaucoup de lieux dans Proust. Oui, lui, il a une ampleur dans le temps et dans l'espace que je ne pouvais pas avoir. Donc ça m'obligeait à un travail sur la forme. Chaque journée différente. J'ai pris quelqu'un en stop là, il y a quelques jours. Cette personne s'émerveillait sur la route, en effet, et elle disait « c'est jamais pareil ». Cette route, elle n'est jamais pareille. Donc les textes, ils ne pouvaient jamais être pareils. Et en effet, je pense que dans tout le livre, il n'y a aucun texte qui est pareil à un autre. Donc il fallait plusieurs régimes, comme on change de vitesse, il fallait changer de forme. Des fois, c'était des simples notes, parce que ce qui venait ce jour-là, c'était des simples notes. J'ai fait par exemple une sorte d'inventaire des oiseaux qu'on peut voir le long de cette route. Des fois, ce qui venait, c'était des improvisations un peu exaltées, parce que ce jour-là, je devais être particulièrement fatigué, j'avais besoin de me fouetter un peu en disant des choses un petit peu plus lyriques. Des fois, ce qui venait, c'était des poèmes déjà très travaillés. Je me suis mis à écrire ce que je n'avais jamais fait, des sonnets, des rondeaux, forme médiévale. Des fois, c'était des moments de réflexion, donc qui demandaient une forme plus dissertative. Ce qui fait que je pense qu'au bout du compte, c'était une manière de rendre compte du côté imprévisible et foisonnant de cette route. Comme les saisons, le changement de temps. C'est jamais pareil. Un petit mot aussi, toujours sur la forme, et je pense qu'on y reviendra sans doute sur cette histoire du lecteur, mais peut-être avant de se mettre à la place du lecteur, qu'est-ce que tu as voulu faire, toi? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai mis comme mot, quelle est ta proposition pour le lecteur? Quand on est auteur, qu'on publie un livre, Moi, je vois une société, je ne vais vraiment rien apprendre à personne en disant ça, qui a une fâcheuse tendance à se crisper beaucoup, un monde qui a tendance à se crisper beaucoup. Je suis absolument, quotidiennement, navré, épouvanté par tout ce que je vois et tout ce que j'entends comme tout le monde, par notamment la situation écologique. Et je pense profondément que un des possibles antidotes au repli, à la destruction, c'est tout simplement d'entretenir avec le lieu dans lequel on vit un rapport qui soit riche, qui soit sensible, qui soit intelligent, autrement dit d'apprendre à regarder autour de soi. Alors j'ai envie de dire, c'est un livre qui montre qu'on peut regarder autour de soi, que c'est intéressant de regarder autour de soi, que c'est même passionnant de regarder autour de soi, qu'il n'y a pas besoin de s'enfuir à l'autre bout de la planète, qu'il n'y a pas besoin d'aventures extraordinaires, à aucun niveau que ce soit, pour que la vie soit intéressante, que ce soit même passionnant. Juste de regarder. Voilà. Alors, on y reviendra dans la demi-heure qui nous reste. Et bon, on va rentrer dans le livre, Lionel. Donc, on a compris, un almanach, un type dans une bagnole, qui est un dictaphone, qui est écrivain quand même, hein, c'est pas vous et moi, excusez-moi, il y a peut-être des écrivains dans la salle. Après tout, je dis quelque part n'importe qui pourrait faire on pourrait peut-être essayer. Hein, je pense. Peut-être qu'un des buts, c'est justement que tout le monde fasse. Alors, texte en prose, vers,
Et avec cette idée, comme on vient de le dire, de faire de ces moments ordinaires, tu emploies l'expression de ces moments morts d'un trajet, des moments vifs, en accordant à cette route ordinaire et à tout ce qui s'y passe, justement, l'attention qu'on passe plutôt, habituellement, à des sites des sites déjà vus, connus, ou à des œuvres d'art, par exemple. Alors, on va rentrer dans le livre, et il y a un prologue. Peut-être que la bonne idée, ce serait de lire le prologue, comme ça, au moins, on serait tous au même niveau. On aura tous lu la première page du livre. Tu le lis, je le lis. Je m'en occupe. Oui, vas-y. Allez, je vais le lire. Donc, le prologue de la route ordinaire. Qui est un prologue, enfin, c'est un peu funèbre comme manière de commencer. C'est un petit peu triste. Oui, on va en parler après. Tout n'est pas de ce tonneau, je rassure. En général, j'aime beaucoup pratiquer des contrastes, c'est-à-dire qu'après un texte particulièrement sombre, je vais mettre de la lumière, je vais jouer constamment là-dessus. Mais enfin, toujours est-il que ce prologue-là est funèbre. Il s'intitule « Une nuit de juillet ». Ce n'est pas un rêve, pas un cauchemar non plus. Juste la route à 3 heures du matin. La route telle qu'elle est quand personne n'y est plus. Comme un disque oublié sur le gramophone, grésille la basse obstinée des grillons, sur laquelle se détache par intermittence un solo de hulotte, un crissement de frein, le fracas d'une flaque. Tout baigne dans une odeur de terre et de forêt trempée. Il n'attend plus, il ne pleut plus. Après une longue période tellement agitée, le temps se calme. La nuit est calme, la route est calme, tout est calme. Au téléphone, une voix étranglée a dit que c'est fini. Une biche affolée par les phares zigzague dans le fossé avant de disparaître. Il est normal de voir des bêtes à cette heure, car cette route montagnarde de nuit leur appartient. Resté seul sur le bas-côté, le fan ne prête aucune attention au passage de l'intrus. Une chauve-souris frôle le pare-brise. C'est vraiment comme une naissance à l'envers. On a traversé en funambule l'attente des derniers jours, puis il y a eu le coup de téléphone, le départ dans la nuit. À présent, c'est fini. Elle est partie très vite, juste après le dernier feu d'artifice. La nuit dans nos montagnes est pleine de vie. Voici un blaireau qui traverse à petits pas pressés, avec son allure cocasse de tamanoir sans panache ou de grosses marmottes trop courtes sur pattes. À l'époque de notre installation dans la vallée, nous avions dû parcourir souvent cette route en pleine nuit, et j'avais arrêté le camion pour regarder passer la femelle blaireau et ses petits. Voir un animal sauvage reste une source de joie. Elle est morte. Ce souffle qu'hier elle peinait tant à maintenir s'est brisé. On roule avec en tête ces derniers mots à peine prononcés, cette dernière esquisse d'un dernier baiser. Je ne suis pas trop bien, ça va. Déjà, ça n'était plus vraiment elle, ce cadavre vivant. Il y a et il y aura des cadavres le long de ma route ordinaire. C'est normal. Partout où la vie abonde, on trouve des cadavres. Certaines nuits pluvieuses de mars, la route devient glissante, tant sont nombreux les batraciens écrasés que les corvidés et les rapaces font disparaître avant l'aube. Pour les gros animaux, les gens de la DDE viennent avant les charognards, qu'on doit trouver trop lents. La mort pue, la mort gêne, on la cache. Je trouve cela bien lâche, je ne cacherai rien. Je roule pour rejoindre mon père à l'endroit où repose le corps de ma mère morte. Je reconnais les courbes de Beldon, le terre-plein de Prodin, la silhouette des grands moulins. Les arbres noirs sur fond bleu nuit bruissent insensiblement, et j'entends une voix qui me dit « Conduis prudemment dans la combe, fais attention aux bêtes, fais attention aux gens, fais attention à toi. » Voilà ce prologue. Ah oui, un petit peu funèbre, comme tu dis, mais peut-être pas tant que ça. Enfin, la vie ordinaire. Hein. Ouais, je n'entends pas que ça, mais c'est vrai qu'il y a ça. Mais là, on va faire une interrogation, pas écrite, orale, sur le texte. Voilà, qu'est-ce qui se dégage à la lecture de ce prologue? Autrement dit, on voit déjà dans ce prologue les grands thèmes qu'on va trouver dans le livre, qui vont arriver par petits morceaux comme ça, petit coup un jour, le lendemain, plusieurs jours après. Il y a des lignes directrices. Bon, il y en a une, c'est le deuil, la perte de la mère, qu'on va, comme tu l'as dit tout à l'heure, retrouver de temps en temps. Effectivement, ce n'est pas le fil conducteur principal de ce récit, puis ça va trouver sa résolution à la fin. Qu'est-ce que vous avez entendu comme autre chose? Il n'y a pas quelque chose qui vous a marqué?
il y a un truc qui me... La vie des animaux. Voilà. Les animaux, il y en a partout. Rien que dans 2 pages. Sur nos routes. Il y a des belettes, des hulottes. Alors on va voir, hein, c'est effectivement quelque chose qui est omniprésent, la nature, les animaux, mais c'est sans doute logique aussi quand on passe sur une route tous les jours, un peu en montagne. Apparemment, il y a plein de bestioles. Moi, je sais pas, dans Annecy, j'en vois très peu. J'aime beaucoup Jacques Réda qui a écrit sur Paris et sur ses promenades en vélo. C'est vrai qu'il y a plus de bêtes chez moi. Donc les animaux, et même d'une manière générale, peut-être ça se voit pas là, juste dans ce prologue, la nature, hein, les saisons, la nature, animaux, les arbres, les plantes, les fleurs, on va retrouver tout ça. Et on va peut-être en parler 5 minutes si on a le temps de parler de tout. Donc le deuil, peut-être aussi le temps qui passe, sa propre mort, il y a une mort réelle, hein, la mort de la mère, et puis je sais pas, il y a des phrases là, fais attention à toi, tout ça. Ça peut peut-être aussi laisser penser que on va y passer aussi, quoi. L'accident nous guette, il n'y a aucun doute. Voilà. Bon, il a l'air gentil comme ça. Mais... Ah, c'est quand même le motif de suspense. On se demande quand est-ce qu'il va finir en fossé. Hein. On dira pas. Alors, ne transparaît pas là dans ce prologue 2 ou 3 autres lignes directrices qui vont traverser le livre. C'est peut-être sur l'écriture en général, ou l'écriture en mouvement, comme tu le dis. Bon, il faut avoir lu le livre pour comprendre qu'il peut y avoir une allusion dans ce prologue, mais c'est plus tard qu'on va quand même en entendre parler. Et puis sur la musique, la musique en particulier, l'art en général. Donc tous ces motifs vont apparaître et revenir, comme dans un voyage quotidien, les choses reviennent. Et en gros, j'imagine que si on dictait chaque jour nos impressions dans une voiture le matin en allant au travail, un coup on repenserait à sa maman, un coup on repenserait à rien parce qu'il y a une bestiole qui traverse et on regarde sa couleur, sa vitesse, et voilà. En gros, pour faire simple, et vous pouvez partir maintenant, la route ordinaire, c'est ça. Alors on va aborder quelques-uns de ces thèmes qui parcourent ce livre. Je propose le temps, donc le temps qui nous reste, le temps qui passe. Tu écris être en route, c'est être en vie. On conclura par la phrase de Kerouac, mais que je cite tout de suite, la route, c'est la vie. Donc tout le monde aura compris que la route, c'est la métaphore de la vie. Tu écris aussi, il semble que les saisons vont plus vite. Et tu cites aussi Jacques Bertin, donc ce chanteur dont on parlait tout à l'heure, qui dit que maintenant tout va un peu plus vite. Et dans page 20, dans un texte qui s'appelle Le char est fragile, tu écris tout va trop vite, le paysage, la voiture, les saisons. Est-ce que tout va trop vite? Est-ce que la vie aussi va trop vite? Et du coup, est-ce que ce livre, c'est quelque chose qui est fait pour figer le temps ou le ralentir, ou alors, ça va te faire plaisir, la question, est-ce que c'est pas une recherche du temps perdu, en fait? Oui, bien sûr. Forcément, toujours. C'était mon grand amour de jeunesse, hein, Proust. J'ai passé des semaines enfermé dans un placard quand j'étais tout gamin, 14 ans, à lire La recherche du temps perdu, en versant des torrents de larmes. Vous retrouvez beaucoup dans cette lecture-là. Je suis pas un conducteur, je suis pas du tout à l'aise quand je conduis une voiture. Moi, je suis beaucoup plus un bête marcheur. J'aime bien marcher parce que quand on marche, on peut s'arrêter. Et ce qui me semblait très intéressant, c'est que je ne pouvais pas m'arrêter. Alors, c'est une contrainte matérielle. Il fallait que j'arrive à l'heure au boulot, donc je ne pouvais pas m'arrêter. Et il y a quelques moments dans le livre où j'exprime une véritable exaspération par rapport à cela. Je dis, mais qu'est-ce que je fiche dans cette voiture? J'ai envie de m'arrêter et puis d'aller me promener le long de la rondine. Oh là, je me crois à la Giette. Chez nous, c'est le Gelon. Me promener le long du Gelon, laisser là la voiture. Je suis en voiture, j'essaye de parler de l'arbre qui est là. Le temps d'ouvrir la bouche, il est déjà là-bas. Donc oui, matériellement, concrètement, ça va trop vite. Et puis évidemment, symboliquement, ça dit aussi quelque chose du rapport un petit peu tendu que j'entretiens avec le temps et de la nécessité dans laquelle je me trouve d'arriver à en faire quelque chose, à l'apprivoiser en disant quelque chose. C'est le petit bras de fer que je peux avoir avec lui. Voilà, j'écris clairement pour faire passer. Le temps qui passe.
Autre ligne directrice qui revient sur cette route ordinaire, c'est la description quand même des paysages. Il y a, à mon avis, on pourrait tirer de ce recueil un petit format poche avec toutes les descriptions de paysages aux saisons différentes, et on aurait un très beau recueil très poétique de la nature dans le... Je dis toujours... Non, Beldon. Voilà, Oui. donc il y a beaucoup de descriptions, par exemple, page 18, si tu veux lire peut-être le début, voici la route. Et on croise beaucoup de gens, des écoliers, des bergers, des gens dans des camions qui chargent des rondins de bois, des chauffeurs d'autocars, enfin on croise beaucoup de monde, mais il y a un passage où ça commence par voici. Comme on surveille la vitesse au compteur, on tient la bride courte au sentiment. On s'astreint à cette tâche de regarder presque sans penser et de dire « voici ». Voici le grand pré où broutent les chèvres chamoisées. C'est vrai qu'elles sont belles, les chèvres chamoisées. Voici les troncs coupés, alignés comme des trophées de chasse. Et voici qu'à cause de cette image, les souvenirs de toutes les bêtes croisées sur cette route reforment leur procession. Voici le jardin de plantes aromatiques de Joël et Annick, et puis le petit pont si souvent verglacé. Le vieux couple, qui habite à l'entrée de Répidon, a pu, cette année encore, couvrir de fleurs le terrain bien enclos. Un jour, il n'y aura plus de fleurs. Voici les travaux sur la route, les feux oranges qui clignotent, les plaques de feuilles que la pluie rend aussi glissantes que du verglas. Déjà, la cheminée fume à la grange du Verneil. Le ciel se dégage côté Chartreuse. On annonce une semaine estivale, mais qu'importe, on verrait venir l'hiver même sous les tropiques. Voici les feux clignotants des grands soleils rouges encore épanouis, et puis l'école mairie de Presles que rouvre la maîtresse. Voici, un peu plus loin, le grand trou que les ouvriers comblent patiemment. Etc. Alors, je vais rester sur le thème de la nature. Dans ce livre, on l'a dit, vous l'avez tous et toutes entendu déjà dans le prologue, il en est beaucoup question. La nature est vraiment omniprésente dans ce bouquin, plus que la voiture. Je sais pas, il aurait pu parler de mécanique longtemps, hein, souvent. Il y en a très peu de problèmes mécaniques, en fait. Par contre, avec la nature, il y en a tout le temps. Toujours une bestiole qui traverse, toutes les saisons. Donc la nature est omniprésente et... moi, je ne sais pas, quand je circule, je ne vois pas le quart de ce que tu me racontes, même pas le 10e. Alors, je ne parle pas de la ville, mais même quand je viens ici, je ne vois pas les arbres, je ne vois pas les animaux qui passent. Alors, c'est quoi la caractéristique de Lionel Cepoloni? Pourquoi ça le branche? Est-ce que parce que c'est là? Il y a deux choses qui me viennent en tête. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je disais... non, je ne suis pas connu comme un danger public sur la D207. J'ai bien dû exaspérer deux, trois voisins qui trouvaient que je roulais un peu lentement. Je ne roule pas très vite, je dois bien l'avouer, mais comme il n'y a pas grand monde, je peux me permettre. Une fois, quelqu'un m'a dit, je devais répéter que la poésie, c'était voir, c'était apprendre à voir. Quelqu'un m'a dit, sur un ton un peu de défi, « Ouais, ok, bon, qu'est-ce que tu vois de plus que moi ?» Je dis, bah rien, bon, alors qu'est-ce que tu la ramènes avec ton histoire de la poésie, c'est voir. Ça m'avait un peu vexé. Là, je me suis dit, je vais rendre compte à mes voisins et à mes lecteurs de ce que concrètement, au quotidien, je peux voir. Parce qu'en temps normal, en fait, je vois rien de plus que toi, je vois rien. Je me suis rendu compte une fois que j'avais pris la voiture, et juste avant que j'arrive au collège où je travaille, il y a un cimetière. Je suis arrivé au cimetière, et je me suis rendu compte que j'avais même pas pris conscience du fait que j'étais parti. Ça nous arrive tout le temps. Ce qui nous arrive tout le temps. Et je me suis dit, mince, c'est pas entier de mon existence qui partent comme cela dans la distraction la plus complète, c'est quand même malheureux. Alors je me suis rendu compte qu'en 10 ans, en écrivant, les choses apparaissaient un peu comme si on est dans le noir ou dans une demi-pénombre, dans le crépuscule, on prend une lampe de poche. Et écrire, c'est prendre une lampe de poche, et puis d'un seul coup, je vois des visages, je vois un lieu, je vois tout ce qui se passe. Je peux même m'amuser sur la perception. Qu'est-ce que ça donne la route le jour où j'avais une sorte d'otite, j'entendais plus rien? La route sourde. Ah, mais c'est vachement intéressant, ça, toute la perception est modifiée. Qu'est-ce que ça donne la route si je mets, tiens, tel concerto, tel Chopin, Piazzolla, tac, choisissez des morceaux qui duraient à peu près 20 minutes. Comment je vais voir la route avec tel morceau de musique? Comment je vais voir la route s'il y a une mouche sur mon nez? Comment je vais voir la route
en étant très fatigué, en étant heureux, en étant malheureux. Comment je vais voir la route en étant... et à chaque fois, on voit quelque chose de différent. Donc, depuis que j'ai arrêté l'écriture de la route, je ne peux pas dire que je suis revenu au point de départ, c'est-à-dire qu'à nouveau je ne vois plus rien, mais j'ai gardé quand même ce réflexe d'être un peu tout le temps aux aguets. D'une manière générale, je suis un peu tout le temps aux aguets. Alors, ma question n'était peut-être pas assez orientée. Je voulais surtout t'interroger sur le côté nature et... Ah, sur la faune présente. Tu utilisais le mot écologique, tu disais Ouais. au début tout à l'heure. Ouais. Parce que tu en parles vraiment beaucoup, donc même si c'est C'est un peu effectivement ouais. ce qu'on voit au quotidien quand tu es sur cette route, tu as aussi sans doute tu as envie d'en parler, parce que tu as envie de la défendre, je Tout pense. à fait. C'est un petit peu aussi le travers des documentaires animaliers. Hein. On reste en montagne pendant des années, on ne voit pas le loup, le bouquetin, si le bouquetin c'est facile, on ne voit pas le lynx pendant des mois et des mois. Et puis après, on montre aux gens un film d'1h30 où on a l'impression qu'on a passé tout le temps avec l'animal. Donc c'est vrai que par rapport à la réalité, il y a probablement plus de bêtes qu'on s'entend. Il y a plein de mouches. Rapport avec l'animal très clair. Cela dit, c'est vrai que c'est... Tu devrais... Tu veux que non, jamais. Non, je ne tue pas les mouches, je peux sortir, mais je ne les tue pas. Je vis dans l'attente constante de l'animal qui passe. C'est quelque chose qui me fascine. Donc, même quand il n'y a pas de cerf, j'attends le cerf. Voir défiler des cerfs le long de la route, il y a une année surtout, où tous les matins, je voyais 15, 20, 30, 40 cerfs qui défilaient, qui passaient devant la voiture, et j'étais bien obligé de m'arrêter. C'est un spectacle, moi, je sens Cro-Magnon qui me pousse au bout des doigts quand je vois ça. Je me sens totalement émerveillé par la puissance et la beauté de ces bêtes-là. Par les batraciens aussi, parce que j'aime beaucoup les grenouilles. Hein. J'ai écrit un tombeau des batraciens, un tombeau des batraciens, qui je rends hommage. Et là, on les voit bien. Ils se font malheureusement écraser en grand nombre à certaines périodes. Donc, il y a beaucoup de morts violentes dans le livre. Oui. Concerne Je ne rate pas une charogne. Hein. S'il y a une charogne, tu peux être sûr qu'elle est dans le livre. Alors, ok, pour l'aspect nature. Charogne comprise. Aussi, plus globalement, dans ce livre, il y a un côté, alors je dirais, c'est peut-être ton côté Nicolas Bouvier, l'émerveillement, l'étonnement. Il y a beaucoup d'étonnements, beaucoup de questions, beaucoup de réponses, pas toujours, devant toutes les situations. Alors on vient d'évoquer les animaux, mais ça peut être un écolier, un autocar, un camion chargé de bois, ça peut être des choses plus abstraites, sentiments, le deuil, etc. Devant la beauté de la nature ou devant la nature cruelle. Très beau passage, il y a une femelle blaireau qui passe avec ses petits, tout ça. Mais bon, on dirait quand même que Lionel Cepoloni a, là aussi, peut-être comme nous, on ne voit pas beaucoup, on s'étonne peut-être pas non plus beaucoup. Toi, tu as une capacité à t'étonner ou à t'émerveiller, pour utiliser ce mot de Nicolas Bouvier, et à t'étonner de cette vie ordinaire que tu as sous les yeux. Alors, ce que tu sens nous dire dans ce livre, c'est que ça doit quand même... On devrait se questionner, nous aussi. Ça doit être important quand même d'essayer, de temps en temps, de faire attention là où on est, avec qui on est, nature, personne, sentiments, voire objets. C'est important de se questionner, de s'étonner, et de ne pas être, je sais pas, sur TF1, guidé par la voix, hein, c'est ça? Je pense que c'est, comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est un antidote, à mon avis, puissant à tous les replis identitaires et autres. Sinon, comment vouloir préserver ce qu'on appelle très bizarrement l'environnement, ce qui est vaguement autour de nous, si on n'entretient pas un rapport vivant avec la nature? On n'en voit même pas la nécessité, c'est déjà tout mort. J'ai l'impression qu'on vit dans des sociétés qui considèrent la nature comme une chose étendue et déjà toute morte. Donc ça n'a pas de sens que de vouloir ne serait-ce que la préserver. Je pense qu'il y a une profonde nécessité à considérer, à reconsidérer le lien entre le dehors et le dedans, l'intérieur et l'extérieur, entre l'intime et le vaste, comme je dis souvent dans le livre.
à tous les niveaux. Au niveau psychologique, je pense que c'est souvent beaucoup plus intéressant de se tourner vers l'extérieur que seulement comme ça vers l'intérieur. Au niveau psychologique, au niveau écologique, même au niveau politique, je pense que c'est quelque chose de... Je veux dire pourquoi, comme ça me fait penser à Philippe Vandel avec ces questions, pourquoi on se questionne peut-être pas assez, peut-être que c'est aussi ce que tu veux nous dire. Il nous reste 5 minutes avant de discuter un petit peu avec le public. Et j'ai deux sujets, deux questions, une sur la musique et une sur l'écriture. Alors la musique, je sais que ça va. C'est un sujet qui te passionne. Alors bon, on va pas pouvoir en parler peut-être trop développé, mais sur la route, il y a une musique. Il y a une musique de la route. Oui. Là aussi, tu entends... Alors, pas quand on met une cassette, un CD plutôt aujourd'hui, ou peut-être même une clé USB d'ailleurs, soyons modernes. Je suis resté au CD. Une musique de la route. Il y a un chapitre là-dessus qui s'intitule « La musique et la route ». Je ne peux peut-être pas le lire, quoique, je peux peut-être essayer de le lire, parce que ça répondra sûrement. Je crois que c'était un petit extrait. C'est un moment un peu dissertatif. Il y a des moments comme ça où il y a des poèmes, il y a des moments où je disserte. Allez, je vous en lis un extrait. Tu m'arrêtes quand ça devient trop long, c'est vrai qu'il est un peu long. Parmi tous les stratagèmes par lesquels on peut tenter de mieux vivre le moment mort d'un trajet en voiture, la musique est un outil que la généralisation des autoradios rend plus évident que l'écriture, si spontanément tournée vers l'intériorité. Comme le temps qu'il fait, ou l'humeur du moment, telle chanson, tel morceau, choisi à l'avance, ou offert par les hasards de la programmation radiophonique, peut éclairer la route, comme le font les phares, ou parfois l'occulter, parce que la musique tire la couverture à elle, et qu'on ne parvient plus à faire le lien entre son monde sonore et le monde. Il me semble cependant qu'on peut tenter d'établir une analogie plus profonde entre la musique et la route, pour peu qu'on considère cette dernière, la route, comme étant elle-même un morceau de musique à interpréter. Bon, pour être honnête, il faut d'abord avouer que la route ne semble a priori pas tellement musicale. Lui manque la pulsation, que le mouvement intermittent des essuie-glaces rappelle, mais ne remplace pas. Dans la marche, le choc du pied ou du bâton sur le sol fait comme un battement à partir duquel peut s'appuyer et se déployer un rythme. Mais pris dans la lourde mécanique de la voiture, je ne sens aucun battement. Il y aurait bien, outre le bruit des essuie-glaces, celui de mon propre cœur, mais ça ne suffit pas. Les nomades du Sahara, tout comme les aborigènes australiens, chantent de longues mélopées ancrées dans la marche et qui leur servent de carte pour se repérer. Un berger m'avait dit que son chant pouvait ainsi le mener depuis le sud de la Tunisie, où nous nous promenions, jusqu'au Tchad. Mais qu'on les embarque dans un véhicule motorisé et ils perdent toute possibilité d'un chant efficace, comme disait Michaud, c'est-à-dire qui permettent de s'orienter. Il y a toutefois des points communs entre la route, telle que j'essaie de la pratiquer, et la musique, à commencer par le fait que toutes deux sont soumises au temps. Pas plus que je ne peux modifier le cours du temps, je ne peux interrompre celui de la route ou du morceau de musique. Cela, seul l'accident le peut. La roue dans le fossé, l'archer qui défaille, le soufflet crevé. Il faut, lorsqu'on joue en public, aller jusqu'au bout, ce qui fait de l'exécution de tout morceau une soumission heureuse au temps qu'on peut un temps rendre chantant. L'écriture, au contraire, est presque toujours rétrospective, etc., etc. Après, je parle plus de l'écriture. Donc on trouve de tout dans ce bouquin, hein, même sur la musique aussi. Hein. Alors l'écriture, on va terminer par ce côté-là. Tu écris des choses qui m'ont semblé, non pas contradictoires, mais compliquées à mettre ensemble. À rassembler, voilà, à mettre ensemble. Par exemple, page 80, tu écris « La parole est toujours en retard sur la vie ». C'est souvent... D'abord, je dois dire que je te considère comme un écrivain du réel et de l'ailleurs. Voilà, on citait Bouvier, White, tout ça pour moi, Lionel Cepoloni, sans dire écrivain voyageur, qui est un truc un peu fourre-tout. Et puis là, on a quand même des petits voyages, voire un voyage solitaire dans un chalet. Voilà, ce ne sont pas des récits de voyage au long cours. Ce sont quand même des récits du réel et de l'ailleurs, pour utiliser deux mots quand même, Bouvier, White, etc. Donc,
tu écris, la parole est toujours en retard sur la vie. En général, c'est ce que disent tous les écrivains qui écrivent sur le voyage. De toute façon, quand j'écris, c'est déjà passé et c'est déjà de la fiction. Tu parles de tes notes que tu prends, alors dictées ou... et qui finalement en disent peu, tu l'as dit tout à l'heure, et surtout du silence. Et tu écris même quelque part que si on devait faire un livre avec tous les silences qu'il y a, il ferait 10 000 pages. Ça serait rigolo, ça, en fait. Pourquoi on n'a pas fait un livre de 10 000 pages sur la route je n'ai pas osé le proposer. Alors on n'aurait peut-être pas mis 10 000, mais bon, on aurait peut-être pu mettre des pages blanches de temps en temps. Hein, ça aurait été... voilà. Ces pages blanches, je te coupe un instant, c'est celles où il y a justement les encres de Masha Poinder. Ça permettait juste de dire un mot sur cet artiste de rythmer tout à l'heure. Après, tu dis aussi ton choix d'écrire vrai. Tu parles de tes tentatives, des traces, des brouillons, des redites, des ratures. Tu veux mettre tout ça, tu veux pas que ça soit trop retravaillé en fait. Les silences, les égarements, les étonnements lorsque surgit l'inattendu. Et puis, page 80, tu écris « Ouais, mais le réel ne fait pas un poème ». Oh, et puis aussi, mais l'imagination artificielle ne permet pas de se raccrocher à la réalité. Alors, du coup, là, je ne sais plus, on fait comment? Et Lionel Cepoloni, il a fait comment? Je pense que la force de l'écriture en général, l'écriture poétique peut-être en particulier, c'est que c'est le contraire des dogmes. Je me méfie beaucoup des dogmes. Donc dès que je me risque à dire quelque chose de général, je sens bien qu'on pourrait tout aussi bien dire autre chose, et j'aime bien justement aller dans des directions différentes. On le voit bien d'ailleurs avec les deux livres, parce que Grillon de l'automne, je me suis rendu compte qu'en 4e, on avait écrit ça. Que se passe-t-il lorsqu'on décide de partir, de faire 3 pas de côté hors de la route ordinaire? Donc ça, c'est le refus de la route ordinaire, c'était le Grillon de l'automne. Paf, celui-là, c'est la route ordinaire. Je trouve que c'est bien dans ma manière. Je ne suis pas un écrivain de fiction. Je ne vais pas dire pour autant du mal de la fiction, cracher sur la fiction en disant que la fiction, c'est pas intéressant. Ce qui m'intéresse plus, c'est de voir comment il y a quand même de la fiction qui s'immisce dans ce que j'écris. Je ne suis pas un écrivain de l'imaginaire. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, roulant et voyant une affiche qui me parle d'un perroquet qui s'est échappé de sa cage et que son propriétaire recherche, ça m'évoque un imaginaire amazonien que je vais projeter sur la route. Il y a fiction, il y a imaginaire quand je fais cela. Donc je vais essayer de louvoyer constamment entre des pôles contradictoires, mais qui ne me semblent que superficiellement contradictoires. Sinon après je vais dire que j'ai une méthode, et si j'ai une méthode je vais l'appliquer de livre en livre, je vais écrire toujours le même livre, ça ne m'intéresse pas du tout. Je pense que là j'ai publié 4 livres, il y en a plein d'autres qui sont en préparation, et j'ai quand même l'ambition de faire à chaque fois des livres qui vont dans des directions différentes et qui sont parfois même tout à fait presque contradictoires avec les livres précédents. Donc je pense qu'on peut avancer de paradoxe en paradoxe pour essayer d'y voir peut-être un tout petit peu. De toute façon, tout est fiction en fait. Hein. Bon. C'est pour ça que je préfère pas trop en rajouter, comme on a déjà un découpage de la réalité qui est Alors on va conclure nous et puis voir si vous avez quelques questions à poser à Lionel Cepoloni. Un petit mot donc sur le choix que tu as fait et que nous avons, j'ai accepté comme éditeur, de mettre certaines illustrations. Oui. Pourquoi et qui est l'illustratrice? En fait, moi j'aime beaucoup les arts plastiques, la peinture, la gravure, etc. Je fais mon premier livre avec une peintre. Et, on aurait pu mettre des photos de la route. J'ai pris plein de photos de la route, mais je ne suis pas photographe. Les photos, je les trouvais redondantes par rapport au texte. Je trouvais qu'elles n'auraient vraiment rien apporté. Par contre, Masha Poinder, qui est une plasticienne russe, que j'ai connue par le biais d'un ami commun, et en fait tout simplement sur Facebook, vive Facebook, le livre des visages et des images aussi. Un jour sur Facebook, je vois apparaître dans mon fil d'actualité que je trouve très riche, je vois cette image-là. Je dis « Ah, waouh, ma route !» Et j'ai tout de suite vu cette image-là en couverture. Je suis vite allé voir le site de Masha Poinder et j'ai beaucoup aimé son travail. On s'est écrit, elle m'a écrit, je l'ai écrit. J'ai aimé ce qu'elle faisait. Elle avait fait une vidéo justement tournée sur la route avec beaucoup de flou qui me plaisait beaucoup. Et je trouvais que c'était une manière justement de parcourir ce chemin autrement, à la limite plus vite. Je n'ai pas envie de lire tous ces textes, parce que mon Dieu, le livre est long. À chaque mois, il y a une reproduction des encres de Masha,
Et de mois en mois, c'est une autre façon de cheminer. Donc je trouvais que l'image a une immédiateté que l'écriture n'a jamais, dont elle rêve, dont l'écriture rêve, enfin c'est l'écrivain surtout qui en rêve de cette immédiateté. Et c'est pour moi une manière de sortir de ce côté rétrospectif de l'écriture. La musique est une manière d'échapper à l'écriture, la peinture, les arts plastiques, c'est aussi une manière, c'est aussi un antidote à ce que l'écriture peut avoir d'enfermant, de sclérosant, de figé. Alors on va conclure. Tu écris: ce que je regarde filer là, c'est ma vie. Voilà, on l'a dit tout à l'heure. La route, c'est la vie. Cette route ordinaire. Finalement, sur cette route qui peut prendre plein d'états, qui peut être en travaux, qui peut être lisse, qui peut être glissante, ensoleillée, qui peut être barrée. Et tu nous parles de l'existence, du cœur fuyant de l'existence, que tu nous fais toucher du doigt, que nous, lecteurs, on peut, je pense, facilement ressentir. Puis, on l'a dit, cette route, c'est bien sûr la métaphore de la vie. C'est à la fois un instant, une description, mais aussi la métaphore de la vie, de ta vie. Dans tes récits, on a parlé de la route ordinaire, mais dans les autres récits, donc le grillon de l'automne ou l'éloignement, donc plus ou moins voyageur, en Guyane ou dans les Aravis, ou sur cette départementale entre Savoie, dans un style littéraire qui était personnel, qui souvent mêle prose, poème, fragments, propose en les mêlant étroitement itinéraire géographique et itinéraire personnel, pour évoquer, on l'a dit, en un mot, la vie. Après, derrière la vie, on peut mettre plein de choses, l'art, l'ailleurs, la nature. La route, c'est la vie, a écrit Kerouac. La route, c'est la vie. En racontant sa route, je pense, Lionel Cepoloni nous invite, nous, lecteurs, à partager ses aventures ordinaires, on en a largement parlé, et à travers ces récits et par-delà ces mots, nous invite peut-être, sans doute même, à chercher notre propre chemin et à le parcourir, et comme on l'a vu, les yeux ouverts, en se questionnant, voilà, et pas bêtement, parce que sinon au bout, bon, on a commencé par quelque chose d'un peu funèbre, on finit par au bout, voilà, maintenant on respire. Merci Lionel. Est-ce que vous avez quelques questions? Il nous reste un petit peu de temps ensemble. Est-ce que quelqu'un veut poser une question que je n'aurais pas posée à Lionel Cepoloni? Lionel, moi je voudrais te poser une question. Lequel? Questionne. Lionel Cepoloni. Il y a un livre d'un critique littéraire dont j'aime bien le titre, j'aime bien le livre aussi, qui s'appelle, c'est Danto qui a écrit La transfiguration du banal, et qui explique dans ce livre comment du banal on peut faire une œuvre d'art. Ma question est la suivante, c'est que toi tous les jours tu t'es confronté au banal de la route, enfin ordinaire c'est un peu synonyme de banal. Alors, ma question c'est est-ce que tu as le sentiment d'avoir retranscrit le banal ou l'ordinaire, ou est-ce que tu as le sentiment de l'avoir transfiguré? Transfiguré. Transfiguré, je ne retranscris pas en fait ce qui est. Je ne dis pas ce que je vois en fait. Je crois que... Salut toi. Je ne dis pas ce que je vois. C'était la mouche. J'ai un texte dans lequel je dis ça, qui s'intitule comme ça, je ne dis pas ce que je vois. Je pense que c'est constamment une transfiguration, parce qu'on travaille sur le lien, sur le rapport entre la personne qui regarde et puis celui qui est regardé. Donc oui, vraiment, je crois qu'on est plus là. En soi, le mot route, c'est une rupture par rapport à la nature. Le chemin ne fait pas de rupture. Et je veux dire, c'est fascinant de s'interroger sur ça. Parce qu'effectivement, alors, tout d'un coup, on voit la vie, des animaux. Parce qu'ils sont écrasés, on dit, je ne sais pas. Et à quelque part, entre la route et la nature, il y a un conflit. Ça, c'est très très important de sentir cette tension. D'ailleurs, souvent, je parle des moments où j'ai la sensation que la route redevient un chemin. Par exemple, quand tout est enneigé, qu'on voit plus de différence entre la route et les prés.
mais c'est toujours trompeur. Je suis pas très tendre avec la route, hein. J'entretiens des relations avec elle qui sont parfois un peu conflictuelles. On se parle beaucoup, mais on s'engueule des fois. Parce que la route, c'est un gros machin de goudron qui coupe en deux la forêt, sur lequel on trouve toutes sortes de charognes, et elle dit cette coupure entre la nature et l'homme. C'est une rupture. Voilà. Tout à fait. Et étymologiquement, vient de rupture. complètement. Il y a plusieurs poèmes d'ailleurs où j'assimile la route à une plaie, où je dis, j'écris plein de textes qui vont dans ce sens-là, et je dirais que tout le travail que j'essaye de faire, c'est de coudre cette plaie. Je ne dis pas que ce soit tout à fait possible de le mener jusqu'au bout, mais d'essayer. De même que la voiture, cette grosse carlingue, établit une séparation terrible. Quand on a les vitres fermées, on ne sent rien. On n'entend que le bruit qu'il y a à l'intérieur. On est dans une sorte de deuxième cocon. Déjà qu'on a notre cerveau dans le crâne, on a un deuxième cocon comme cela, une deuxième bulle. Donc on est dans une situation de séparation, de coupure, à tous les niveaux. Et j'essaye de travailler avec cela. Mais c'est 1000 fois oui. Hein, c'est très très important d'avoir ça en tête. Avec l'enseignement tutoiement, ta vie semble très remplie. Ma question serait quelle forme en pluriel prennent tes temps de méditation, ce qui te reste. Parce que tu as parlé du temps qui passe, contre lequel tu luttais comme beaucoup d'entre nous. Mais quelle forme au pluriel prennent un petit peu ta méditation. Il y a eu toute une période où moi j'ai pratiqué le dharma, j'ai étudié le bouddhisme pendant quelques années, et il y a eu toute une période où je ne pouvais plus écrire pour toutes sortes de raisons, et où donc je méditais au sens, bouddhique. Après, je ne vais pas tout raconter, il y a eu une rencontre avec un écrivain qui m'a remis sur la plume, et je dirais que d'une certaine façon, toutes les activités que je peux avoir sont des moments de méditation. Quand j'écris dans la voiture, ou quand j'écrivais dans la voiture, c'était d'une certaine façon une méditation en action. La musique, travaille sur le souffle, même si avec l'accordéon on ne souffle pas directement, c'est aussi un travail de méditation. Donc je pense que j'ai une approche des arts qui est vraiment qui est méditative. Donc je ne vais plus sur le coussin, en fait. Ça, je ne le fais plus. J'ai plus le temps, mais j'en ai plus la nécessité, surtout parce que je le fais autrement. Moi, je voulais simplement revenir sur ce que vous disiez sur la route. Vous dites que c'est une rupture. Ça peut être un lien aussi. Entre les gens, oui, déjà, oui. Oui. Déjà, c'est un lien très clairement. J'aime bien ces deux aspects, effectivement. C'est ce qui relie des gens qui parfois s'ignorent. Des gens, des sites aussi naturels. Ça peut être Donc, bon. C'est vrai. Et même pour les animaux, parce que dès qu'on n'est plus là, ils s'en servent pour passer et repasser. Donc, c'est à la fois. C'est une rupture, effectivement, puisqu'on détruit quand même pas mal de sites, il y a des routes qui passent sur une droite de catastrophe. Mais bon, comme vous dites, ça relie les gens, ça relie certains. Ça peut aussi, on peut le considérer comme un lien. C'est pour ça que elle est drôlement intéressante, cette route. Voilà, c'est ce que vous dites, c'est aussi un paradoxe. Oui, parce qu'elle nous dit à la fois qu'on est séparés d'eux, et en même temps, elle nous offre la possibilité de l'être moins, voire de ne l'être plus. C'est magnifique. Si on arrive à considérer cette route qui sépare comme une route qui unit, je pense que là, ça ouvre vraiment beaucoup de choses. J'ai écrit un texte qui s'appelle « La route de la paix ». Je crois que l'actualité des dernières années, de ce point de vue-là, était assez plombante. J'aime voir cette route comme justement la possibilité de relier les gens les uns aux autres et de relier l'homme à la nature, etc. Donc c'est à la fois la plaie et puis... Je pense que la chance que vous avez, que je connais un petit peu, c'est-à-dire que cheminer, être sur les chemins, se poser pour regarder la nature, je pense qu'à partir du moment où on connaît ça, on a cette chance de pouvoir profiter
Moi, je suis capable de rester posée comme ça, de voir un beau paysage, de voir les bêtes, comme vous dites. Mais je pense que du coup, le regard est différent quand on prend la route. Et je crois que c'est cette chance qu'on a, que vous avez. On voit la route autrement. Moi, je dis toujours, arrêtons de prendre la route d'un point A pour aller à point B. Il y a plein de choses à voir entre point A et point B, même si c'est pour aller au travail, même si c'est tous les jours à la route. Totalement. Il faut regarder autour de soi. Je veux dire, moi j'ai été des fois, je me reconnais, émerveillée par des beautés d'automne, du givre sur les arbres. Et effectivement, on est frustré parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Et je crois que la route, il faut la voir comme ça. Des fois, oui. Je suis bien de cet avis et je pense que ça, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. On va s'arrêter sur la route quand même. Là, on va descendre de la voiture. On va remercier la librairie des Aravis pour avoir organisé cette rencontre, l'hôtel de l'Ermitage pour nous avoir reçus, et Lionel Cepoloni pour nous avoir raconté quelque chose, je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça quand même super intéressant. Merci. Merci à toi, merci à vous. Merci beaucoup.